Catherine, merci de nous recevoir dans votre atelier. Ça fait combien de temps que vous exercez à Avignon? Depuis 2006. 2006. Et vous étiez où avant? Avant, j'ai fait l'école nationale de lutherie française, qui se trouve dans les Vosges, à Mirecourt. À Mirecourt, oui. Et après, comme tous les luthiers, les jeunes luthiers, j'ai fait mon tour. J'ai travaillé dans plusieurs ateliers en France. C'est un métier d'équipe, c'est pas un métier où on est solitaire comme dans d'autres artisanats d'art. Disons que ça peut fonctionner de deux manières. Mais on fait la lutherie différemment. D'accord. Voilà. Et vous avez des employés, des apprentis? Non. Non, je n'ai pas d'employés. Je n'ai jamais eu. J'enseigne beaucoup. Ah, d'accord. Disons que je fais trois choses différentes. C'est pour ça que souvent, il y a des jeunes ici. La première, c'est que je reçois les enfants qui sont en troisième au collège et qui ont leur stage obligatoire de la troisième. En général, ceux qui jouent du quatuor à cordes, je ne prends que cela parce que je ne peux pas prendre tout le monde. Et aussi que pour comprendre ce qu'on fait ici, il faut en jouer. Si on ne joue pas, on ne peut pas comprendre ce qui se passe, même quand on joue de la guitare. Je pourrais, mais c'est déjà plus compliqué. Donc je prends ceux qui jouent du quatuor. Et ils viennent ici donc 5 jours pendant le stage de troisième. Et on fait... le but là, c'est de découvrir la phase technique de son instrument. Et des fois, ça suscite des passions. Oui, j'imagine. Et donc... Et vous-même, comment ça vous est venu cette vocation? Parce que c'est quand même une vocation, c'est un métier de vocation. Oui. Moi, je joue du violon depuis que je suis assez jeune. J'ai commencé à 4 ans et demi le conservatoire. À jouer du violon, vraiment, c'était un an plus tard parce que j'étais trop petite et puis que dans les conservatoires à l'ancienne, on commençait par apprendre à lire la musique, 2-3 bases, chanter, enfin commencer le solfège un peu, voilà. Et après, on touchait au violon. Et donc à Athènes, à l'Odéon d'Athènes, donc c'était le conservatoire à l'époque. Et j'ai fait mes études jusqu'au bout. Et quand j'ai été ado, c'est-à-dire vers les 15 ans, en travaillant, mon violon est tombé, il a cassé. On est allé chez un luthier un peu amateur qui avait à Athènes à l'époque pour qu'il le colle. En tout cas, moi j'ai vu l'atelier et j'ai reconnu ma vocation à ce moment-là. Comme un adolescent reconnaît sa vocation, c'est-à-dire qu'il ne sait pas trop où il met les pieds, mais il sait que c'est ça. D'accord. Et donc la question que je voulais vous poser, c'est si les luthiers et luthières jouent de leur instrument, en général, oui. Oui, en général, on joue. Et c'est vous qui... Pas que du violon. Non, plusieurs instruments. Les luthiers, en général, jouent de la musique. Il y en a quelques-uns qui jouent pas trop. Et il y en a d'autres qui jouent. Mais pas forcément... Non. Oui. Pas forcément. Mais il faut quand même avoir l'oreille, la sensibilité musicale. Oui, ça vient avec l'apprentissage petit à petit en travaillant là-dedans. Et à partir du bois brut comme il est, qu'est-ce qui fait que le bois devient si beau, verni, avec des belles couleurs? Qu'est-ce que vous employez? Il y a des vernis spéciaux, des teintures? Ah d'accord, c'est à partir du moment où l'instrument est fini. Oui. Alors à partir du moment où l'instrument est fini, il y a tout un processus de préparation du bois, de coloration du bois et de recouvrement du bois avec un certain nombre de couches de revêtement. On va appeler ça un vernis. C'est comme ça qu'on l'appelle maintenant. Mais en réalité, le vernis, c'est que les 2 dernières couches qu'on va mettre. On va dire que on peut appeler ça un ensemble de recouvrement ou un recouvrement pour désigner cet ensemble de couches qui en réalité est une stratification du bois. Ça, c'est une manière.
Cette stratification du bois va contribuer au son. C'est-à-dire que il va modifier le son. Il va gainer l'instrument par l'extérieur comme une peau d'une manière particulière selon la constitution de ce recouvrement. Une autre manière qu'on a utilisée beaucoup en France à partir du 19e, c'est le vernis, un vernis à l'alcool. C'est un autre recouvrement qui intervient beaucoup moins dans le résultat sonore. C'est-à-dire que ça préserve beaucoup plus l'instrument à blanc, l'architecture sonore qu'on lui a donnée sans, d'accord, mais qui va être donc plus fine et plus fragile, mais qui a surtout un rôle de protection et aussi de coloration, d'embellissement. On va dire que la couleur, dans son ensemble, ne joue pas de rôle dans le résultat sonore. Ces résines-là, on les utilise de leur début, de leur première fraîcheur, à leur dernière, on va dire, fossilisation. Pardon. C'était dans votre boîte. Ah. N'hésitez pas. Voilà. En tout cas, au plaisir, Madame Fronista, d'avoir échangé avec vous. Merci beaucoup. Parfait. À très bientôt, donc. Et on se dit à très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Allez, à très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. L'ambre, par exemple, c'est une résine qui est assez foncée de couleur et qui va donc faire un vernis un peu plus foncé, un recouvrement un peu plus foncé. Donc, si vous voulez, toutes ces couches-là, faites avec le médium et la résine en question, ont une coloration plus ou moins jaune. On va dire ça comme ça. Donc, nous, soit on va laisser, par exemple, l'instrument qui est derrière nous, il est doré. On va dire ça comme ça. Si on le sort à la lumière, au soleil, il va être totalement doré. Oui. Comment fait-on ça? Parce que le bois au départ est blanc. Blanc cassé, mais quand même blanc. L'épicéa et l'érable, c'est des bois qui sont relativement blancs. Il faut donc d'abord, pour arriver à une couleur rouge, marron, miel, jaune, en partant du blanc, c'est très compliqué. Parce qu'il faut beaucoup de couleurs, et donc qui est insuffisante dans le vernis. Donc il faut lui rajouter. C'est des particules. C'est une charge. Les particules sont opaques. Donc au bout d'un moment, on aura de l'opacité qui va venir parce que chaque couche aura un certain nombre de particules ajoutées les uns sur les autres fera que la lumière ne passera plus au travers. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va fabriquer, on va dire, des encres à l'eau, ce qui est une manière assez facile et efficace pour colorer le bois au départ. Comme ça, on va partir d'une couleur déjà un peu vers ce qu'on veut faire, qui va tendre vers la couleur finale, ou qui va nous aider, qui va contribuer à la luminosité de la couleur finale. Donc, là par exemple, c'est une couleur qu'on a fabriquée avec du nerf brun. Le nerf brun, c'est le grain d'Avignon. Si. Le grain d'Avignon. On appelle ça comme ça, le nerf brun. Il a aussi un nom botanique. Bref, pourquoi on l'appelle le grain d'Avignon? Parce que c'était très cultivé à Avignon, puisqu'Avignon, c'était une ville de teinturiers. On travaillait beaucoup la teinture.